Bonjour et bienvenue au webinaire WebTech SCS sur l'hébergement de données sensibles. Je vous remercie de votre participation. On va attendre peut-être 1 ou 2 minutes encore que les 90 inscrits se connectent. Pour votre information, comme tous les WebTech SCS qu'organise SCS tout au long de l'année, vos micros sont coupés pour une meilleure qualité d'édition. Et puis, vous pouvez par contre participer et interagir avec nos intervenants via le module questions que vous devriez voir sur votre menu gris GoToWebinar en bas. Là, vous pouvez donc écrire vos questions. Et si elles s'adressent à TAS, TAS France ou TAS Group, je ne sais plus si on dit l'un ou l'autre, tu vas me corriger Lionel. Vous pouvez mentionner dans votre question par écrit si elle s'adresse à TAS ou si elle s'adresse à Médian. Vous pouvez aussi le mentionner et nous y répondrons à la fin du webinaire. Je vous rappelle aussi que ce webinaire est enregistré et il sera disponible en replay sur le site du pôle SCS dans la page publication vidéo replay, et vous pourrez y accéder quand vous voulez, et même faire d'ailleurs Fabrice et Lionel faire des coupes sur celle-ci si vous souhaitez réutiliser vos prises de parole. Donc, première question déjà, je vais aller voir. Ah, donc on a quelqu'un qui te dit bonjour Lionel. Ok, très bien, tout va bien. Bonjour, on m'entend? Oui, c'est bon. Oui, bonjour. On t'entend très bien. Bonjour à la personne en question. Je ne sais pas qui c'est, non, c'est confidentiel. Alors, je ne peux pas dire son nom, mais normalement, tu devrais pouvoir voir son nom. Voilà, juste aussi un petit rappel, on va parler donc d'hébergement de données, notamment de données sensibles, et cette délicate tâche de confier ces données à un prestataire adéquat selon votre besoin, tout en garantissant bien sûr l'accès aux données et bien sûr la sécurisation de ces données. Donc, on est aussi complètement dans le sujet des axes stratégiques du pôle SCS. Je vous rappelle que dans cette phase 2019-2022, SCS a décidé donc je dirais de cibler quatre axes technologiques majeurs qui sont bien sûr l'issue d'un travail de réflexion stratégique autour de 4 domaines clés qui sont donc la microélectronique, la sécurité numérique, l'IoT et les objets connectés et tout ce qui est intelligence artificielle et big data. Et donc là, on est plutôt dans le domaine sécurité numérique, voilà, hébergement de données, cloud. Et par contre, on adresse un des 5 marchés prioritaires aussi que SCS cible, qui est plutôt la santé, l'e-santé et le bien-être, avec l'hébergement de données santé qu'on va traiter un peu plus en profondeur avec Médian, qui va donc témoigner sur, après l'intervention de TAS sur l'utilisation d'un service offert par TAS France. Un petit rappel aussi sur un usage, une mission de SCS et un service plutôt apprécié et efficace, j'allais dire, qui est l'accompagnement pour le montage de projets collaboratifs ou pas d'ailleurs, et la labellisation par SCS en vue d'obtenir un financement public, qu'il soit européen, national ou régional. 2 exemples. Alors le premier, Glucosensis, porté par Sensoria Analytics, très récent puisque labellisé et sélectionné en 2020, donc c'est vraiment tout frais, qui cible en fait les diabétiques, les diabétiques qui effectivement ont cette piqûre, je dirais quotidienne, un peu fastidieuse et intrusive. Et grâce à ce projet, en tout cas les résultats de ce projet, on va pouvoir effectivement, ils vont pouvoir mesurer le taux de sucre dans leur sang grâce donc à une innovation qui allie donc intelligence artificielle, big data et électronique. Et puis un autre projet dans le domaine de la santé aussi, un peu plus orienté data, qui cible effectivement la prévention plutôt que je dirais l'aspect curatif de la santé, porté par DocaPost, donc qui est en cours et qui va permettre de fluidifier le parcours de soins du patient
et qui est donc dans cette thématique, je dirais, de données santé, données médicales, sachant que DocaPost est également bien sûr un hébergeur de données santé labellisé. Voilà, donc au programme aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir 2 experts que vous voyez en webcam avec moi, donc Lionel Faure, CEO de TAS France, ou TAS Group, je ne sais plus, Lionel, on dit TAS France ou TAS Group? En fait, TAS Group, c'est notre identité, c'est notre marque, c'est la marque, et TAS France, c'est l'entité juridique française. Voilà. Et donc, en général, on communique TAS Group. D'accord. Et Fabrice Lamy, donc de Médian Technologies. Fabrice, si vous voulez dire 2 mots sur vous, si peut-être. Bonjour, donc oui, moi c'est Fabrice, je travaille chez Médian Technologies depuis une quinzaine d'années, je m'occupe de tout ce qui est les infrastructures au sein de Médian, que ce soit chez Médian ou pour toutes les données clients qu'on héberge au sein de nos projets pour nos solutions. Voilà. Ok, merci. Donc, on va démarrer avec Lionel Faure, donc de TAS. Et encore une fois, hein, si vous souhaitez poser vos questions, n'hésitez pas à les poser par écrit dans le module questions en bas de votre menu gris GoToWebinar. Merci, merci Fabienne. Merci à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci aussi au pôle CS de nous donner la parole. Merci Fabrice d'avoir accepté de témoigner tout à l'heure aussi. C'est sympa. Donc, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'hébergement et au cloud. C'est un vaste sujet d'actualité. Je vais essayer de vous aider à vous y retrouver un petit peu dans cet univers qui a pris beaucoup de place dans nos vies de tous les jours. Je suis Lionel Faure, je travaille pour TAS Group, qui est un groupe européen de services informatiques et de solutions numériques pour les entreprises. Nos offres sont centrées sur la gestion de données critiques ou sensibles. C'est pour ça que nous sommes membres du pôle SCS. En France, nous sommes basés à Sophia Antipolis, près de Nice, depuis 25 ans. La France est en charge de l'offre d'hébergement et de cloud du groupe pour des entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. Notre data center principal est à Sophia Antipolis. Nous sommes notamment hébergeurs de données de santé, tu le disais tout à l'heure Fabienne, donc ce qui en termes de normes correspond aux exigences les plus fortes en matière de protection de données. Et c'est aussi pour ça qu'on a proposé à Médian Technologies, donc Fabrice qui va parler tout à l'heure, de témoigner puisqu'il travaille sur des données de santé. Lionel, ok. Bon, plus personnellement, pour dire un tout petit mot rapidement de moi, donc j'ai une longue expérience de l'informatique en entreprise. Je suis passé par un grand constructeur, par des sociétés de conseil et de services. Et j'ai connu la plupart des étapes qui ont conduit les entreprises à venir progressivement vers l'hébergement et le cloud. J'ai pensé que ça pourrait être intéressant de partager mon expérience sur ce qui devient une figure imposée pour les usages du numérique, le cloud et l'hébergement, qui consiste finalement à externaliser votre informatique et y accéder en mode service, à la demande, comme pour consommer de l'eau ou de l'électricité. Alors, hébergement et cloud, qui choisir? Pourquoi ce titre? Il y a encore peu de temps, je faisais plutôt des présentations sur c'est quoi le cloud ou bien à quoi ça sert. Aujourd'hui, on peut considérer qu'à peu près tout le monde sait donner une réponse à ça. Mais ça reste cependant un domaine récent. Je suis tombé récemment sur un reportage du début des années 2000 dans lequel un journaliste en mode micro-trottoir demandait à des gens « c'est quoi Internet ?» C'était assez troublant et attendrissant. Les gens ne savaient même pas quoi répondre. Et pourtant, c'était hier. Le début des années 2000, c'était vraiment hier. Et les gens ne savaient pas dire ce que c'était qu'Internet. Sur l'échelle du temps, aucune technologie s'est généralisée aussi vite. Internet et le cloud sont étroitement liés et on est maintenant dans un usage généralisé de tout ça. Donc la question est plus de savoir ce que c'est ou à quoi ça sert, mais plutôt de savoir qui choisir, à qui confier ces données, comment comparer les fournisseurs tant l'offre est devenue pléthorique. L'objectif de cette présentation est donc pas de vous expliquer ce qu'est le cloud, mais plutôt de vous apporter un éclairage sur la typologie des acteurs et vous proposer une grille de lecture et une aide au choix le moment venu. Alors, on va commencer par passer rapidement quelques slides sur les bienfaits pour rappel, avant d'aborder la typologie des acteurs.
les principaux bienfaits de l'hébergement et du cloud dans 3 domaines qui concernent directement la bonne marche d'une entreprise. Son économie, les technologies qu'elle utilise et la stratégie de l'entreprise. Alors, d'un point de vue économique, le plus évident et le plus facile à comprendre, c'est la mutualisation des infrastructures qui sont en place dans les data centers qui hébergent vos serveurs. Ce mot data center est souvent utilisé quand on parle d'hébergement et de cloud, car c'est là que tout se passe en fait. Le cloud n'est pas un nuage abstrait, une sorte d'espace aérien dans lequel se ferait le travail. Le cloud, en fait, c'est un assemblage de milliers de data centers interconnectés dans le monde. Avoir en interne sa propre salle informatique, protégée, alimentée, refroidie, selon les exigences et les normes d'aujourd'hui, ça devient un luxe. C'est le même problème pour certains équipements coûteux pour bien se protéger, les serveurs, les systèmes de sauvegarde, les firewalls. Les grandes entreprises peuvent se les offrir sans problème, mais les plus petites ont des arbitrages à faire en matière de dépenses. C'est pour ça que les entreprises, et en particulier les PME, ont tout intérêt à se faire héberger dans des data centers car elles ont des moyens limités. Alors, ça nous sert de transition pour aller vers le deuxième item du slide, c'est les OPEX et les CAPEX. Les OPEX, c'est vos dépenses opérationnelles, ce que vous louez en général, et qui n'impactent pas le haut du bilan. Les CAPEX, c'est vos investissements qui nécessitent souvent des emprunts ou du capital immobilisé. En utilisant des services cloud et d'hébergement en mode locatif, donc en OPEX, vous n'avez pas à fragiliser vos capacités d'investissement et d'endettement, les fameux CAPEX. Vous les conservez pour les domaines dans lesquels vous devrez immobiliser du capital. Troisième point, les contrats de service. L'atout d'un contrat de service, c'est de pouvoir établir une correspondance entre un service et un coût. Vous savez quel service récurrent vous avez pour quelle redevance. Le contrat de service, il inclut la plupart des sources de dépenses qui risquent de survenir de manière aléatoire. Et la redevance mensuelle, elle est connue et prévisible. Deuxième domaine, les technologies qui contribuent à la bonne marche de l'entreprise. Les data centers sont des nœuds de réseau à haute performance. Ils ont la taille critique pour être raccordés en ultra haut débit à plusieurs opérateurs de réseau différents pour assurer la redondance et la continuité de service quand l'un d'entre eux est défaillant. Ils ont des outils pour vous attribuer des débits de réseau très élevés. Si vous décidez de mettre en œuvre vos serveurs dans un data center ou d'utiliser du cloud, vous aurez accès à des niveaux de débit garantis pour vos données qui seront très difficiles à obtenir si vous continuez d'utiliser des serveurs isolés dans votre entreprise. Deuxième point, le stockage et la protection de données. Les data centers, c'est des bunkers ultra protégés aux procédures d'accès très compliquées avec des protections drastiques contre les intrusions physiques et aussi contre les cyberattaques. Enfin, les ressources à la demande, 24 heures par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, vous aurez de la puissance de traitement, de la mémoire, des espaces de sauvegarde, du stockage, de la bande passante. Tout ça peut être mis en œuvre en quelques minutes. Enfin, la stratégie de l'entreprise. L'hébergement et le cloud, c'est des solutions d'externalisation qui renvoient le dirigeant à des questions de base sur son métier et ses priorités. Peu d'entreprises peuvent fonctionner sans informatique. Le mot informatique a vieilli, on parle plutôt maintenant de services numériques, mais c'est bien d'informatique qu'il s'agit. Les devis, les factures doivent sortir, les commandes doivent arriver, le téléphone doit sonner, les emails doivent circuler. Quand ça s'arrête, c'est toute l'entreprise qui s'arrête. Tous ces domaines critiques sont ultra sensibles. Le cloud et l'hébergement apportent la continuité de service pour que l'entreprise ne s'arrête pas. Deuxième point, la transformation numérique. Alors, ces deux mots, transformation numérique, nous saoulent un peu tellement à force, mais vous avez sûrement en tête, tous, au moins un domaine dans lequel vous reconnaîtrez volontiers que le numérique est un facteur de progrès pour votre entreprise. Le cloud et l'hébergement facilitent le progrès car ils apportent des solutions modernes et rapides à mettre en œuvre. Des commandes en ligne, un site marchand, un centre d'appel, un suivi fin des clients ou du travail à distance, par exemple. Enfin, le métier. La valeur d'entreprise, elle est dans son métier. À chaque fois qu'on peut consacrer son énergie et son talent à la réalisation de son métier, plutôt qu'à des problèmes d'intendance ou de moyens pour l'exercer, on est gagnant.
L'informatique et le numérique doivent être au service de l'entreprise, ne pas être un souci, ça doit marcher et ne pas s'arrêter. C'est le propre de l'informatique hébergée. Alors après ce rappel sur les bienfaits de l'informatique hébergée, la question est de savoir qui choisir dans tout ça. Je me mets à votre place et je pense que c'est pas facile, tant il y a d'offres. Le choix d'un hébergeur est un choix qui engage et qui peut inquiéter. On lui confie ses données, on perd un peu d'autonomie, on devient dépendant, on ne sait pas trop comment on pourra revenir en arrière, récupérer tout ce qu'on a mis chez lui, quel niveau d'assistance et de support on aura en cas de problème ou de besoin. Internet, le cloud et l'hébergement, c'est des technologies encore récentes. Il n'y a pas vraiment de référentiel bien partagé pour comparer, classer, hiérarchiser les solutions, comme on peut le faire quand on choisit une voiture, un hôtel ou un voyage en avion, par exemple. Alors, pour vous guider dans vos choix, on a d'abord observé les offreurs du marché, leur identité, leurs tendances, leurs forces et faiblesses, et puis on les a rangés dans 4 catégories. Et puis on les a positionnés en fonction de 4 types de préférences d'achat qu'on a observées dans les entreprises depuis une bonne vingtaine d'années qu'on fait ce métier d'hébergeur. Les préférences d'achat, elles sont guidées par les besoins, par les caractéristiques des acheteurs, par la façon dont les entreprises préfèrent travailler avec leurs fournisseurs, la façon dont elles aiment conduire leurs relations d'affaires. Et un choix va se faire à la rencontre de l'offre et de la demande, à la rencontre de la solution et du besoin, quand les deux sont faits l'un pour l'autre. En matière de service, c'est compliqué, car il y a plus de paramètres pris en compte que dans un choix de produit. Un produit, vous pouvez le regarder, le toucher, le peser, le sentir, l'évaluer, le comparer. Vous avez quelque chose à vous, temporairement si vous le louez, mais il est à vous. Un service, c'est plus compliqué. Il est immatériel, on ne peut l'évaluer qu'a posteriori, une fois qu'il a été rendu, donc on prend un risque. On n'est pas à l'abri d'une mauvaise pioche. En plus, un service n'appartient jamais à son utilisateur, il ne possède rien, il est juste dépendant de celui qui lui fournit le service. Alors, commençons par la typologie des acteurs. Le classement des offreurs par catégorie, c'est un exercice un peu périlleux, il n'y a pas de règle. La typologie qu'on a imaginée est forcément partiale, est liée à notre connaissance du marché qui n'est pas universelle. Il s'agit donc juste d'indication d'une tentative de classement, car mettre des acteurs dans des cases conduit forcément à pas prendre en compte des nuances qui sont infinies. En fait. Alors, on a réparti les acteurs dans 4 cases. D'abord, les grands fournisseurs de logiciels en mode SaaS, qui proposent leurs services cloud à partir de data centers qui sont parfois les leurs, mais souvent ceux des GAFAM, on y reviendra, ou d'autres hébergeurs. Et les grandes sociétés de services, les fameuses ESN, on les appelait SS2I avant, on appelle ça des ESN maintenant, qui elles aussi s'appuient souvent sur ce type de data center pour proposer leurs services. On les a groupés dans la même catégorie car ce sont des acteurs qui ont en commun de proposer des solutions prêtes à l'usage, très formatées, avec peu de marge de manœuvre si on veut adapter sa solution à un besoin particulier. On doit plutôt les prendre telles quelles et s'en satisfaire. Deuxième catégorie, les fameux GAFAM, qui sont tous américains, Google, Amazon, Facebook, Azure, Microsoft, IBM, etc. Et les Batix, j'aurais pu les citer aussi, les fameux Chinois, Alibaba notamment, dont on parle moins en Europe, mais qui ont les mêmes offres. Fabrice en dira un mot tout à l'heure, puisqu'il travaille en partie avec Alibaba. On a mis aussi dans cette catégorie les grands opérateurs de réseau qui fournissent des services d'accès Internet et les grands hébergeurs dits neutres, un peu moins connus du grand public. On les appelle neutres parce qu'ils fournissent essentiellement de l'espace au sol protégé, alimenté, refroidi, mais rien d'autre. Tous ces gens-là, c'est les géants du métier. Ils ont en commun d'être très puissants, de dicter un peu leurs lois, d'offrir des capacités d'hébergement illimitées dans le monde entier à des prix très attractifs. Après, les infogérants. Alors, ce sont des hébergeurs à forte valeur ajoutée, avec un portefeuille de services plus élaboré, de taille plus modeste, centré sur la fourniture de services pour des applications critiques. La plupart possèdent leur propre data center, mais certains d'entre eux sont davantage... excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Alors, je le coupe. Juste une petite seconde.
Oui, donc les fameux, ces gens-là, les infogérants peuvent utiliser parfois aussi des data centers qui sont chez les GAFAM ou d'autres hébergeurs, comme ceux qu'on vient de citer. Bon, ils ont en commun d'être plutôt proches de leurs clients. Hein, les infogérants sont des gens qui sont proches de leurs clients, avec des offres personnalisées et un périmètre de service très étendu pour se substituer, si besoin, aux équipes informatiques en place chez leurs clients. Ils peuvent gérer de A à Z toute l'informatique hébergée. Vous verrez tout à l'heure que TAS Group est dans cette catégorie. Enfin, les hébergeurs traditionnels. Ce sont des prestataires généralistes possédant un ou plusieurs data centers de proximité, de petite ou moyenne taille. Ils fournissent en direct des services d'accompagnement assez basiques en général et nécessitent plutôt du recours à des prestataires externes pour assurer le maintien en conditions opérationnelles des équipements qui sont hébergés. Maintenant, les préférences d'achat. Finalement, ce qui va guider votre comportement d'achat et au final vous conduire sur le choix d'un hébergeur. Alors, on les a classés en deux catégories, les préférences d'usage, sur la partie haute du slide, et les préférences culturelles. Les préférences d'usage, ce sont les façons dont vous allez préférer consommer vos services. De manière unitaire, si vous préférez choisir chaque service individuellement, avoir beaucoup d'intervenants et faire votre assemblage vous-même, ou bien alors de manière packagée, intégrée, un peu comme le tour opérateur en regard du voyage individuel. Donc c'est comme ça qu'on va faire la différence entre service unitaire et service intégré. C'est souvent le type d'expertise existant dans votre équipe informatique qui va faire la différence. Si vous avez en interne des personnes pour faire de l'assemblage et de l'intégration de techniques informatiques, ou bien si vous préférez orienter davantage vos talents sur vos métiers, vos clients, vos affaires. Donc, c'est ça qui va faire aussi que vous allez vous positionner plutôt d'un côté ou de l'autre. L'autre type de préférence, c'est les préférences culturelles. Là, c'est la façon dont vous préférez travailler avec un fournisseur. Est-ce que vous aimez vous laisser totalement guider, accepter une solution ou un contrat tel quel, sans modification possible, ce qui évite d'avoir à se poser des questions finalement? Ou bien est-ce que vous préférez pouvoir engager avec le fournisseur un dialogue pour adapter un contrat ou une offre à votre besoin? Pour illustrer le propos, on pourrait par exemple comparer ici le modèle culturel anglo-saxon, plutôt rigide, cherchant à tout modéliser dans des processus, au modèle méditerranéen, auquel on est un peu familier, nous, dans le Sud, hein, qui est plus ouvert, moins formaté, mais parfois plus incertain. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise préférence d'achat. Vous devez juste réfléchir un peu à qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et choisir vos fournisseurs en fonction de ça. Le choix d'un hébergeur vous engage. Vous n'êtes pas marié mais vous vivez avec. Donc, il faut vous protéger, vous projeter dans quelque chose qui va durer. Voilà, donc une fois qu'on a posé le décor, on arrive à ce type de graphique dans lequel on va positionner les acteurs. Les préférences d'usage à gauche, en vertical, et les préférences culturelles en bas, à l'horizontale. Avec un indicateur additionnel, la petite flèche là que vous voyez en bas à gauche, qu'on a appelé tendance, pour justement qui va indiquer la direction dans laquelle les offreurs ont tendance à évoluer, parce que les gens sont une fois qu'ils sont dans des cases, mais ils ne restent pas forcément dans leur case, hein, ils évoluent, ils ont des tendances. Alors on retrouve ici 4 catégories d'offreurs, dans lesquelles vous allez être attiré en principe selon votre profil. Bon, vous voyez apparaître quelques noms à titre d'illustration, vous en connaissez sûrement déjà quelques-uns. Ce sont des exemples, je ne peux pas citer tout le monde. Alors, on retrouve des gens en haut à gauche comme Salesforce, très connu, grand leader du cloud en mode SaaS. Ces gens-là proposent des services intégrés dans un modèle imposé qui ont tendance à durcir un peu leurs conditions pour éviter toute dérive qui leur coûte cher si elle n'est pas décidée par eux. Ensuite, à gauche, si on descend un petit peu, donc on retrouve les fameux GAFAM qui sont là en bas à gauche avec les ISP et les hébergeurs neutres. Donc, ils proposent plutôt des services unitaires selon des modèles imposés, avec une tendance à enrichir progressivement leurs offres avec des services intégrés qui leur permettent d'augmenter leur valeur ajoutée.
En haut à droite, vous avez les infogérants de taille intermédiaire qui sont installés par choix dans un modèle à croissance raisonnée, proche du client, proposant des services étendus et à forte valeur ajoutée. Et puis en bas à droite, vous trouvez les hébergeurs traditionnels, encore à taille humaine, de proximité, implantés par zone géographique, dont la tendance est de chercher à grandir pour proposer des services intégrés, mais qui restent assez rigides dans leurs conditions de vente pour préserver leur marge, car il y a beaucoup de concurrence entre eux. Bon, ce qu'il faut bien retenir à ce stade, hein, c'est que bien souvent les entreprises travaillent avec plusieurs types d'acteurs différents. Vous n'avez pas à faire un choix unique et définitif. En revanche, vous devez, selon votre contexte et vos différents besoins, aller vers les acteurs qui vous conviennent et savoir pourquoi. Vous avez sûrement entendu parler de cloud hybride, par exemple. Hein. C'est justement une combinaison de différentes formules, avec aussi une part d'informatique qui va rester en interne chez vous. Vous en aurez une illustration dans quelques minutes, avec le témoignage de Fabrice de Médian, qui est hébergé chez nous, mais qui est aussi chez d'autres acteurs, et il vous dira pourquoi. Voilà, on a presque terminé. Il me reste 2 slides à vous passer sur les points de vigilance. Parce qu'avant de se lancer là-dedans, il faut quand même garder en tête 6 points qu'on a voulu détacher. Donc, en premier lieu, il faut vous interroger sur la vision et la stratégie de l'acteur avec lequel vous apprêtez à travailler, son identité, sa réputation, son style. Est-ce que l'acteur en question vous paraît aligné sur vos valeurs? Est-ce que vous vous en sentez proche? Comment vous imaginez la relation d'affaires dans la durée avec lui? Est-ce que c'est pour vous juste un fournisseur parmi d'autres avec lequel vous aurez peu ou pas d'interaction? Ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous souhaitez construire une relation fertile et durable? Si vous travaillez avec Google ou Amazon, par exemple, vous imaginez bien que vous n'aurez pas des relations très proches avec ces gens-là. Ensuite, regardez la capacité d'engagement du prestataire, et en particulier le nombre d'intermédiaires auxquels vous aurez affaire. Regardez si l'acteur en question fournit son service avec son propre personnel ou avec des sous-traitants. On est dans un domaine où la dilution des responsabilités sur des intervenants multiples peut être problématique en cas de pépin, avec des gens qui se rejettent la responsabilité, c'est pas moi, c'est l'autre. Et si les gens se toisent quand le service est défaillant ou interrompu, ça peut vite avoir des conséquences fâcheuses avec toute l'informatique qui s'arrête derrière. Troisième point de vigilance, votre autonomie technique. Est-ce que vous avez des informaticiens en interne dans l'entreprise? Sont-ils formés au cloud et à l'hébergement? Avez-vous un consultant extérieur ou une société de service qui s'occupe de votre informatique? Tout ce qu'on dit sur la simplicité du cloud, c'est assez trompeur en fait, sauf peut-être si vous utilisez uniquement des logiciels en ligne en mode SaaS et s'ils couvrent tous vos besoins. C'est rare. La plupart du temps, vous devez transposer chez l'hébergeur des applications que vous avez en interne. Et c'est là que ça se complique. Donc, si vous n'avez pas déjà avec vous des informaticiens qui vous suivent de près, choisissez plutôt un hébergeur qui va vous décharger de tous ces problèmes techniques. Voilà. J'en termine. 3 derniers points de vigilance. Alors, le modèle tarifaire de l'acteur qui est à regarder de très près. Je cite là Jevons. Jevons est un économiste britannique du 19e siècle qui a démontré qu'à mesure que les améliorations technologiques rendent plus disponible et efficace une ressource, la consommation totale de cette ressource, elle va augmenter au lieu de diminuer. En d'autres termes, plus la ressource est disponible, plus vous consommez. Vous consommez au-delà de vos besoins et au final, vous dépensez plus alors que vous vouliez dépenser moins, faire des économies. Les gens qui vous proposent des ressources abondantes à bas coût vont vous conduire à dépenser plus. L'autre danger des hébergements à bas coût, voire gratuits, sont les intentions masquées des acteurs pour commercialiser vos données en regard des services gratuits qui sont accordés. Deuxième point, la notion de légalité et de réversibilité. L'Europe a une politique stricte en matière de protection des données. Travailler avec des hébergeurs non européens vous expose au pire à des amendes, mais au minimum à des tracas sérieux pour prouver que vous respectez bien la loi. Il ne suffit pas qu'un acteur américain ou même britannique maintenant ait un data center en Europe. Ce n'est pas la localisation du data center qui est prise en compte. C'est la loi du pays, du siège social mondial de l'entreprise.
Enfin, la résilience du service. Certains hébergeurs présents dans le monde entier vous assurent que grâce à la dispersion de vos données un peu partout, vous allez mieux répartir vos risques et augmenter vos chances d'éviter une rupture de service grâce à ça. C'est faux. La seule chose qui marche pour se préparer à des pannes et des accidents ou des cyberattaques, c'est d'avoir des scénarios et des plans de continuité d'activité prêts à être appliqués si le sinistre survient. Donc, on est plus dans des questions de management et d'organisation que dans des réponses techniques. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, donc j'en ai terminé. Moi, je prendrai, avant peut-être que Fabrice prenne la parole, je peux prendre quelques questions ou alors on peut enchaîner directement avec Fabrice. Fabienne, c'est comme tu veux. Oui, merci beaucoup en tout cas Lionel, c'était passionnant. De nombreuses questions sont déjà posées, donc c'est très encourageant. Mais si ça ne te dérange pas, je vais, comme prévu, donner la parole à Fabrice, hein, pour qu'il puisse justement illustrer le service fourni par TAS et peut-être qu'il nous fasse d'ailleurs un retour d'expérience et puis expliquer comment Médian, une société qui est présente dans différents endroits du monde, justement, gère ces données des différents endroits de la planète. Voilà, donc Fabrice, si tu veux bien, je te donne la parole. Et, merci, j'ai la parole, donc il faut que je partage mon écran. Est-ce que je peux avoir le rôle de présentateur? S'il te plaît, tuk. Voilà. Show my screen, ça y est, c'est arrivé. Normalement, est-ce que vous voyez mon écran? On voit bien. Parfait, le cloud fonctionne. Bonjour à tous, donc merci d'être présent. Merci à Lionel pour cette présentation. Merci Fabienne aussi pour avoir organisé ce webinaire. Donc je me présente, je m'appelle Fabrice Lamy, je travaille chez Médian Technologies depuis une quinzaine d'années. Et Médian Technologies donc est une entreprise spécialisée dans les données médicales. Moi, je suis responsable donc avec mon équipe des infrastructures chez Médian pour les infrastructures propres à Médian, puisque c'est une entreprise qui fait aussi du développement logiciel et qui offre des services et qui met à disposition de ses clients des systèmes d'infrastructures partagés pour nos différents clients. Donc, on s'occupe du design et du maintien en conditions opérationnelles chez Médian. Ce qui revient d'ailleurs au point que donnait Lionel. Donc, nous avons une équipe informatique en interne, des développeurs, mais aussi des gens du métier au sein de Médian Technologies. Donc là, vous voyez dans la petite slide, Médian Technologies donc développe des solutions technologiques innovantes et des services à destination des laboratoires pharmaceutiques et des entreprises de biotech, donc dans la recherche du médicament. Nous avons à ce jour 2 produits phares que nous utilisons et sur lesquels je pourrais partager avec vous les choix technologiques de Médian. Donc un module qui s'appelle ICRO, donc qui est un développement d'une solution mise à disposition des laboratoires pharmaceutiques pour les aider dans les différentes phases de recherche de médicaments. Alors la majorité des Français maintenant connaissent depuis le début de l'année ce que c'est qu'une phase 1, une phase 2, une phase 3. Et la Covid a permis de démocratiser ce vocabulaire qui nous était très propre par le passé. Donc nous aidons donc les entreprises à évaluer la qualité de leurs médicaments via des solutions informatiques que nous développons et des services que nous mettons à leur disposition via des hébergements que nous allons voir juste après. Nous avons une deuxième activité majeure, donc qui est essentiellement de la recherche et développement pour une application qui s'appelle iBiopsy et qui permet donc de rechercher des biomarqueurs dans les imageries basées sur l'intelligence artificielle. Donc je pourrais vous en détailler plus, mais c'est pas le sujet aujourd'hui de ce webinaire. Médian Technologies, donc pour recadrer un petit peu par rapport au système cloud dont on parlait tout à l'heure, Médian est une entreprise mondiale qui s'étale aujourd'hui sur 3 continents. Le siège se trouve à Sophia Antipolis, donc au milieu de la carte. Sur la droite, vous pouvez voir donc l'Asie et sur la gauche les États-Unis. Donc nous avons des bureaux, des filiales répartis sur les 3 continents pour gérer 45 clients répartis dans le monde et 1400 sites cliniques qui aujourd'hui transmettent des informations à Médian Technologies pour les études cliniques. Une petite présentation rapide avant de vous parler des choix. Donc, je vais vous essayer de focaliser un petit peu sur les données pour rebondir sur ce qu'expliquait Lionel tout à l'heure. Quand vous avez des données que vous allez vouloir stocker, des données, des informations, des infrastructures, on ne va pas rentrer dans un détail ici très précis, mais il est important de définir d'abord vos besoins, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment faire au final, quelles sont vos contraintes,
versus la souplesse que vous allez vouloir obtenir, ce que disait tout à l'heure Lionel, selon ces différents choix. Il va falloir choisir votre prestataire. Est-ce que vous allez vouloir vous focaliser sur votre business et déléguer l'ensemble de ces activités à plusieurs prestataires? Donc pour ça, vous allez devoir vous poser des questions, répondre à des challenges que j'ai appelés fonctionnels, réglementaires et techniques. Vous avez ici le détail de ce que... Donc c'est un découpage totalement personnel. Ce n'est pas un standard de l'industrie, c'est quelque chose que nous avons, nous, chez Médian, identifié. Donc répondre à des besoins métiers, rendre des données accessibles. Vous avez des challenges réglementaires, Lionel en a parlé tout à l'heure, on a parlé de la RGPD que tout le monde connaît aussi, mais nous, dans notre domaine, nous avons d'autres contraintes qui sont notamment nos clients qui nous exigent des certifications et des normes. Alors, il y en a beaucoup, on va pas les détailler ici, mais voilà, il y a des contraintes que nous devons respecter pour livrer au service à nos clients. Et ensuite, il y a les challenges techniques. Les challenges techniques, c'est sécuriser des données, qui a le droit d'y accéder, les contrôler, qui fait quoi dedans, garantir l'intégrité de ces données, leur fait que quand vous les mettez à disposition, elles sont toujours bien disponibles et non altérées par des tiers, qu'elles sont disponibles, et vous pouvez aussi avoir la volonté de les rapprocher des utilisateurs. Et les rapprocher des utilisateurs, c'est-à-dire vous avez vu donc Médian Technologies réparties sur trois plaques, et malheureusement l'informatique reste quand même limitée par les lois de la physique, et une donnée, si elle se trouve à un endroit, il faut le temps d'aller la chercher. Donc vous pouvez aussi imaginer de vouloir la rapprocher de votre utilisateur. Vous avez d'autres points qui vont être des plans de continuité. Est-ce que vous voulez assurer une continuité en cas de panne par rapport à quel niveau de continuité vous voulez délivrer? Lionel en parlait tout à l'heure, quand l'informatique commence à s'enrhumer, c'est toute la boîte qui tousse. Donc voilà, vous avez tous ces points-là à mettre en avant. La réversibilité, tout à l'heure Lionel en a parlé aussi, et la scalabilité. C'est aussi, donc c'est un terme un peu technique, qui permet de voir la manière dont vous voulez faire croître vos données et faire croître vos infrastructures. Des géants du web ont plus de facilité à vous mettre à disposition très rapidement beaucoup d'infrastructures qu'un data center plus localisé. Par contre, ça va être beaucoup moins souple que ce que vous pourriez obtenir chez un hébergeur local. Donc à partir de ces éléments, on revient un petit peu sous une autre forme au tableau que vous a présenté tout à l'heure Lionel, donc avec les différents offreurs qui nous permettraient de choisir donc les GAFAM, les hosts, les intégrateurs. Et à partir de là, on arrive vraiment à ce que le point le plus important de cette présentation, qui était la conclusion à laquelle nous en arrivés chez Médian, c'est que selon le type de données, le type d'information et le service que vous allez fournir, c'est ça qui va aussi influer où est-ce que vous allez mettre votre choix dans le quadrant que vous a présenté tout à l'heure Lionel. Donc, dans les exemples que moi je vais témoigner aujourd'hui au niveau de Médian, j'en ai cité, donc vous en avez 5 ici. On a choisi donc un IaaS, infrastructure as a service, donc c'est des termes anglais, mais je connais pas la traduction française, que je dirais par fourniture de services infogérés ou non. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui avec TAS via notre application IC, que je vous ai présentée en slide 2, où on héberge des données de santé et où on a demandé une haute disponibilité avec un PCA qui est un plan de continuité d'activité. Donc TAS Group aujourd'hui nous offre ce service avec une disponibilité donc à Sophia Antipolis localement et un plan de contingence qui se trouve à Milan. Dans le cas improbable d'une panne majeure sur Sophia Antipolis, nous avons une possibilité de redémarrer nos infrastructures sur le site de Milan en Italie. Donc voilà, c'était un des points. Pour stocker par exemple des données du personnel et des données comptables, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui utilisent des ERP. Ces ERP contiennent des informations très sensibles, très confidentielles pour l'entreprise. Et ces données-là, par exemple, nous avons choisi donc de les stocker on-premise chez nous avec un réplica chez TAS qui rejoint ce que tu vas présenter par Lionel comme le cloud hybride. C'est-à-dire que nous avons la majeure partie des personnes qui utilisent cette solution se trouvent dans les locaux de Sophia Antipolis. Donc nous avons mis l'infrastructure à côté d'eux pour que ça soit très rapide d'accès. Et les personnes qui veulent l'utiliser à l'extérieur passent par contre par le data center qui offre une bien meilleure disponibilité que la salle informatique que nous pourrions avoir dans nos locaux. Vous avez protéger des données en conformité avec le RGPD. Donc le RGPD, on en a parlé, on en parle beaucoup aujourd'hui. Médian Technologies, par exemple, aujourd'hui, nous utilisons des solutions comme Box.com, comme Office 365 fournies par Microsoft. Et ça, ce sont des données où on souhaite qu'elles soient hébergées physiquement sur des data centers européens avec une entreprise de droit français. Donc c'est Microsoft France qui nous délivre ces services
qui appartient à Microsoft International. Mais voilà, c'est une entreprise donc de droit français avec des data centers qui sont localisés en Europe et qui remplissent donc les cases du RGPD. Quand vous voulez délivrer par exemple des services en Chine, aujourd'hui la Chine est un pays qui se développe énormément sur le domaine de la santé et pour lequel vous avez besoin de trouver des partenaires locaux qui vont vous fournir des infrastructures, des services pour livrer en Chine, car la Chine est un pays très complexe pour l'informatique, notamment avec des systèmes de contraintes, de pare-feu à l'extérieur. Donc vous devez stocker vos données en local en Chine et pour ça nous travaillons avec un prestataire local qui s'appelle Alibaba, qui fournit donc des infrastructures de hosting et de IaaS sur la Chine. Et ensuite, la dernière partie, donc pour l'utilisation de services et de microservices à l'éditeur de logiciels, donc ce que j'ai voulu cibler ici, donc je vous parlais tout à l'heure de 2 métiers chez Mediant, dont un qui s'appelle iBiopsy, qui est un projet de recherche. Et là, nous avons développé sur des technologies Microsoft des outils qui nécessitent des puissances de calcul très importantes, des disponibilités sans faille. Et pour ça, on s'appuie donc sur des systèmes donc de SaaS avec Microsoft Azure. Voilà, donc j'ai essayé ici de vous détailler assez rapidement pour les différents services dont nous avions besoin, quels sont les partenaires que nous avions retenus et quelles sont les options qui avaient guidé nos choix et pourquoi nous avions retenu ces choix. J'en ai terminé de ma présentation. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Donc, comme vous a dit Fabienne, dièse Mediant pour Mediant, dièse TAS. Et je rends la main à Fabienne. Merci. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Nous avons déjà, oui, quelques questions. Eh bien, je vais sans plus tarder la poser peut-être à Lionel pour les premières questions. Alors déjà, il y a des personnes qui cherchent un boulot. Je te le dis tout de suite, Lionel, qui pose des questions sur le niveau d'études qu'il faut pour rentrer chez TAS. Hein. Est-ce qu'ils prennent des stagiaires? Et accessoirement, il demande également quels sont vos outils, hein, quels sont les outils que TAS utilise pour notamment comme les stacks techniques nécessaires ou quel type de langage informatique ou quel type de frameworks. Alors sur les profils, nous comme on a fait le choix d'avoir un niveau d'expertise élevé en système et en réseau, qui sont les 2 pattes importantes sur lesquelles on travaille pour maintenir des infrastructures en conditions opérationnelles pour qu'elles s'arrêtent jamais. On prend des ingénieurs système ou des ingénieurs réseau qui en général sont au minimum bac+5. Ça, c'est un premier point. Après, sur la nature des outils qu'on utilise, on utilise le plus possible des anti-standards et connus et éprouvés du marché. Donc, on s'appuie sur des technologies de virtualisation ou des technologies de dockerisation des applications qui permettent de monter en charge, de faire de la scalabilité, ce dont parlait Fabrice tout à l'heure, c'est notre métier de fournir des infrastructures qui évoluent très facilement, qui absorbent de la charge à la demande. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des outils techniques, mais si je vous cite des choses comme VMware ou comme Docker ou comme voilà, et des grands constructeurs, je ne vais pas les citer tous. On s'appuie sur on va dire sur les grands standards du marché. Ok. Une autre question pour toi, Lionel, et après je reviens vers Fabrice, c'est sur justement les préférences d'usage et la typologie d'offreurs de solutions pour héberger ces données. Où est-ce que, dans quel cas, tu positionnerais OVH et Jaguar Networks? Je m'attendais à cette question parce que ils sont pas dans le slide parce que je pouvais pas mettre tout le monde et puis en plus tout le monde les connaît, donc c'est facile pour chacun éventuellement de les positionner. Alors les positionner, je dirais que Jaguar bouge un peu en ce moment parce que Jaguar a quand même été repris par le groupe Iliad. Donc moi j'aurais tendance aujourd'hui à positionner Jaguar plutôt en haut à gauche avec les grands acteurs puisque Iliad c'est quand même un grand opérateur de télécom et puis Iliad, enfin Jaguar est devenu la filiale B2B d'Iliad, mais voilà, je pense que Jaguar est sorti de la case en bas à droite des hébergeurs. Je ne le positionne pas, mais il y a toujours un peu de parti pris. C'est un très très grand hébergeur, Jaguar. Je ne les positionne pas parmi les infogérants, je les positionnerai plutôt en haut à gauche.
Voilà, avec les grandes ESN et les grands opérateurs de réseau. Quant à oui, OVH. Alors OVH, c'est une société qui bouge aussi. Initialement, on aurait tendance à les positionner peut-être en bas à droite, mais c'est plus qu'un hébergeur traditionnel. OVH marche un peu sur les terres des grands. Ils essaient de rentrer, pas d'imiter, mais de leur modèle, leur cible, c'est de faire aussi bien qu'Amazon, Google ou ces gens-là. Donc, si OVH pouvait rentrer dans le spectre des GAFA et être identifié comme tel, il le ferait volontiers. C'est un des grands acteurs des initiatives européennes pour avancer sur du cloud souverain au niveau européen. Donc OVH aussi est un très grand hébergeur. Je positionnerais plutôt dans la même catégorie que les GAFA. En tout cas, c'est leur tendance. Mais encore une fois, c'est des appréciations personnelles basées sur notre expérience. On essaie d'être objectif par rapport à tout ça. Mais c'est comme ça que je les positionne. Ok. Maintenant, une question peut-être qui s'adresse à vous deux. Je ne sais pas qui s'adresse à TAS, mais je pense aussi que Fabrice peut peut-être répondre à la question en tant que finalement utilisateur et de différents offreurs de services et fournisseurs. Comment évaluez-vous la résilience d'un fournisseur vis-à-vis d'un autre en termes de cyber, typiquement? Pour nous, la résilience, on va l'étudier par rapport à la qualité de service qu'il va être capable de nous fournir et ses taux de disponibilité. C'est ce que je donnerai aujourd'hui. Lionel, peut-être un complément? Non, je crois que la résilience, moi, on aime bien insister sur le fait que j'en parle un petit peu à la fin dans mes slides. Ce qui est vraiment fondamental, c'est quand on veut faire c'est d'avoir des PRA, des PCA, c'est de se mettre en situation de savoir ce qu'on fait quand le problème survient. Il faut jamais croire que le risque zéro n'existe pas. On aura beau investir dans toute forme d'outils en croyant qu'on va être protégé. Forcément, un jour, il y a des problèmes. Et donc, ce qu'il faut, c'est avoir fait en sorte d'avoir ces données positionnées à différents endroits pour pouvoir reconstruire toute son informatique de production dans son état d'origine, en tout cas au niveau d'exigence qu'on a, immédiatement et le plus vite possible. Donc, ça s'appelle des plans de continuité d'activité. C'est faire en sorte que partir du principe que oui, le risque peut se produire, oui, on peut être attaqué, oui, on peut être amené à avoir une corruption de ces données ou qu'elles aient été volées, etc. Et il faut juste se détendre par rapport à ça en ayant justement positionné comme tu le fais, hein, comme ça se fait chez Médian, en ayant une vraie politique de reconstruction de tous ces contenus si le problème survient. Et c'est notre métier de faire ça. Voilà. Je confirme, oui, donc c'est cette partie-là. Donc déjà, elle va être contractuelle. Il y a quand même une partie qui va être les opérateurs s'engagent à fournir une certaine résilience au niveau de leur service. Ils fournissent des certifications et des tests comme quoi ils le font réellement. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, Lionel, le risque zéro n'existant pas, vous pouvez vous-même par mégarde, altérer vos données, et à ce moment-là, c'est votre plan de continuité, votre plan de sauvegarde que vous aurez mis en place, donc qui est plus en termes de process, qui va vous permettre de récupérer vos informations. Donc les deux sont intimement liés, vous ne pouvez pas vous baser uniquement sur la technologie mise en place par un prestataire, et vous ne pouvez pas uniquement vous baser sur vos process. Il faut que les deux travaillent de concert pour pouvoir assurer la résilience de votre service et la reconstruction de vos données dans le cas d'une perte de données, quelle que soit l'origine. On pense souvent à l'extérieur, mais n'oubliez jamais que la perte peut aussi venir de l'intérieur, soit malencontreuse, soit intentionnelle, mais souvent la panne, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. Voilà, et j'ajouterais que ces plans de reprise, de continuité, d'activité ou de résilience se font toujours à deux, c'est-à-dire on va obligatoirement avoir besoin du client final, de vous, et nous, prestataires, on va construire ça ensemble. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation de proximité. C'est pour ça que il faut savoir apprécier, aimer travailler ensemble, parce que si on ne sait pas travailler ensemble,
C'est pas le client tout seul qui va pouvoir reconstruire ces données, c'est pas l'hébergeur tout seul qui va pouvoir rétablir tout ça, c'est le fruit d'un travail d'équipe à chaque fois. Quand ce genre de problème se produit, c'est vraiment le fruit d'un travail d'équipe. Ok. Alors, une question sur la sécurité et la dépendance de certains logiciels qui sont basés aux États-Unis. Je vais vous la poser dans quelques secondes, mais d'abord une petite question sur la protection des données sensibles, peut-être à Fabrice. Si les serveurs sont répartis entre différents pays avec des normes législatives différentes, comment faites-vous pour garantir la protection de ces données sensibles et médicales dans votre cas? Alors c'est là, et là ça je m'attendais un peu à cette question aussi. C'est tout le challenge que nous avons aujourd'hui. Donc pour parler donc de cette partie-là, il y a certaines données que vous ne pouvez pas exporter. Et à ce moment, vous êtes obligé d'assurer une réplication de ces données au sein du même pays. Donc, quand tout à l'heure, je parlais de données que l'on ventile sur différentes plaques, par exemple, ça va être des données qui ne seront pas couvertes par ce point RGPD. Et à ce moment-là, voilà, vous pourrez les ventiler. Ça va être des données chiffrées ou autres. Mais par exemple, les identifiants, les ID, cela vous devrez les conserver dans un hébergeur qui supporte cette norme RGPD. Et aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, c'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'entreprises qui hébergent des données de santé, des données personnelles. C'est un vrai casse-tête aujourd'hui d'arriver à ramener la donnée au plus près de l'utilisateur tout en respectant ses contraintes légales. Donc c'est un vrai challenge pour nous aujourd'hui. Ok. Merci. Donc, une question sur la sécurité et la localisation des données. Donc, comment garantir, peut-être à Lionel, comment garantir la sécurité et la non-dépendance au Cloud Act des logiciels ou des équipements de bas niveau qui sont pour la plupart localisés aux États-Unis? Comme par exemple, donc, la personne cite comme logiciel ou équipement de bas niveau Cisco VMware, Docker, etc., etc. Ça, ce sont des technologies effectivement qui permettent de construire des services cloud, mais vous n'êtes pas obligé de les consommer à distance et qu'elles soient hébergées aux États-Unis, chez Amazon ou chez quelqu'un d'autre. Vous pouvez très bien installer sur vos propres infrastructures ou sur des infrastructures qui sont mises dans nos data centers européens. Vous pouvez utiliser ces technologies-là. C'est des softwares, c'est des logiciels systèmes qu'on va pouvoir installer sur des équipements, sur des machines, sur des serveurs qui vont être positionnés en Europe ou en France. Donc dans ce cas-là, vous n'allez pas être dépendant de cette problématique-là. En revanche, effectivement, si vous consommez une ressource et si vos données sont positionnées, même d'ailleurs si elles sont positionnées en Europe, alors que le fournisseur de services a son siège corp pour le monde aux États-Unis, là vous êtes dépendant du cloud act. Il suffit pas d'avoir un data center en France ou en Europe. Parfois les gens des GAFA disent j'ai réglé le problème puisque j'ai ouvert un data center en Irlande ou en France. C'est pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est la loi du pays du siège qui s'applique. Donc voilà, pour revenir au point précis, une technologie américaine, et heureusement qu'elles sont là, parce que sinon il n'y a pas grand-chose qui marcherait dans l'informatique. On la prend, c'est un software, on l'installe sur une infrastructure, sur un serveur ou un cluster de serveurs dans un data center européen ou français. Et là, dans ce cas-là, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas dépendant des exigences du gouvernement américain. Merci Lionel. Alors une autre question, peut-être à l'un et à l'autre. Que pensez-vous des certifications ISO 27000? Alors notamment la ISO 27017 sur la sécurité des informations dans le cloud et la ISO 27018 sur la protection des données personnelles dans le cloud. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Tu la prends, Fabrice, ou Allez, je vais commencer. Donc, toutes ces certifications, donc il parle des 27. Alors, je vais rester sur la 27000 et tous ses dérivés, puisqu'après, ce sont tous des dérivés de cette certification. C'est une certification, qu'est-ce que c'est? C'est en fait il y a un organisme qui va garantir que vous respectez bien un protocole donné. On peut les critiquer, on peut les accepter. C'est toujours un débat.
Nous, aujourd'hui, donc chez Median, nous avons fait le choix. Certains de nos clients nous imposent ces certifications, notamment que nos partenaires qui ont ces données-là, donc je vais prendre le cas de TAS par exemple, soient certifiés ISO 27001, et cela nous contraint donc de nous tourner vers des partenaires qui doivent avoir ces certifications pour pouvoir travailler avec eux. Voilà. Ensuite, je ne porterai pas de jugement sur la pertinence ou pas de ces certifications. Le client pour certains nous les impose, donc nous devons les respecter, nous tourner vers des partenaires qui vont, ce qui limite un petit peu le champ des possibles, parfois pour certains acteurs, je dirais un peu plus petits, voilà, parce que les GAFAM, ben, ils ont une armée de personnel qui peut faire ça à temps complet. Des opérateurs plus petits, on va prendre, on parlait de DH, des TAS, des Jaguar ou autres, pour eux, ça représente des coûts très conséquents de mettre en place ces différentes normes. Et voilà, je suis assez partagé sur la pertinence de ces normes, même si je confirme qu'elles doivent exister et que ça nous permet de nous guider aussi dans nos choix et de nous alerter sur le point des vigilances dont parlait tout à l'heure Lionel. Je te laisse la main, Lionel. Oui, bah, je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que c'est un effort. Ça demande ces certifications de la famille 27000 demandent un effort énorme pour analyser, mettre à plat tous les process de l'entreprise qui sont mis en place pour protéger l'information, pour montrer qu'on est organisé de telle sorte que si un problème survient, quel est le cycle d'amélioration qu'on a mis en place pour prendre en compte ce problème, le corriger, faire en sorte que la fois suivante, on ait progressé, etc. Et c'est vrai que quand on est un acteur énorme, pour Google, pour Amazon ou pour Microsoft, acheter des consultants qui vont faire tout le boulot de préparation, de mise à plat, de documentation, de rédaction des procédures, c'est une formalité. Donc on pourrait se dire, bon, finalement, ces très grands acteurs-là, c'est pas compliqué pour eux d'avoir ce type de certification. C'est beaucoup plus compliqué pour des acteurs beaucoup plus modestes comme nous, par exemple, TAS. Effectivement, on a franchi toutes ces étapes-là, on a pris ces certifications. Et ça nous demande, tu le disais, y compris pour des acteurs type Jaguar, c'est des investissements importants. Parce que pour nous, c'est pas l'épaisseur du trait. De faire des choses comme ça, c'est beaucoup de travail, c'est du temps chez nous, c'est du temps de consultant. Donc, ce sont des certifications qui sont très sérieuses. En revanche, oui, un très gros acteur peut faire par l'extérieur et par des cabinets pratiquement tout le travail. Des acteurs plus modestes sont obligés vraiment de le faire eux-mêmes et donc est-ce que c'est plus sérieux quand on le fait en partie soi-même parce que justement on est obligé soi-même de rentrer dans le détail de ses propres processus pour observer toutes les zones d'amélioration possibles, aller chercher tous les petits domaines dans lesquels on n'est pas encore parfait pour les améliorer. Voilà, donc c'est ce qu'on fait nous en tout cas. Hein. Ces certifications, on y est soumis tous les ans. C'était période pas de stress, mais c'est une charge de travail importante dans laquelle à chaque fois il faut aller regarder dans le détail si on a effectivement bien respecté les engagements qu'on avait pris à la session précédente pour améliorer quelque chose, toutes les mesures qui ont été mises en place pour encore progresser, etc. Donc c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, mais c'est un gage de qualité quand même, c'est ce qu'on comprend. Oui, oui, incontestablement. Donc, de toute façon, dans tous les cas de figure, que ce soit pour un très gros ou un petit, c'est quand même effectivement, sont passés au crible tout un tas de méthodes de travail, d'outils, de process qui sont utilisés pour s'assurer qu'au final, le service qui est rendu, il est légitime. Ok, merci. Alors, dernière question, si vous voulez bien, parce que l'heure avance. En parlant justement, on parlait de certification, il y a aussi les certifications ANSI, et notamment la certification SecNum Cloud. Est-ce que, Lionel, notamment, vos infrastructures sont certifiées SecNum Cloud? Peut-être que Fabrice a un commentaire. Enfin, non, on ne peut pas passer toutes les certifications. L'ANSI fait un excellent travail. On a besoin évidemment de ces gens-là. Hein. Ce sont des référentiels et des observatoires de la sécurité de l'information qui sont très très importants. Il existe beaucoup
de mécanismes hein, pour certifier les choses. Donc, on n'est pas rentré là-dedans. Bon, on est actif à chaque fois qu'on peut contribuer dans des associations ou dans des organismes qui sont consacrés à la sécurité. On le fait. À chaque fois qu'on peut collaborer avec l'ANSSI, on le fait. On connaît bien ces gens-là, mais pour répondre précisément à la question, non. Non. Si je peux me permettre de rebondir sur un petit point concernant toutes ces certifications en tant que client, souvent elles nous sont demandées, et nous on va des fois les redemander à nos fournisseurs. Maintenant, je me permets souvent quand même de challenger un petit peu en fait le besoin de cette certification, parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de gens qui arrivent et je vois les questions qui défilent, ISO 27001, 1718, l'ANSSI. Si vous arrivez chez un partenaire et vous dites voilà, est-ce que vous avez, et vous sortez 25 certifications pour qu'ils puissent travailler avec vous, vous trouverez personne. Et il faut ensuite comprendre pourquoi vous demandez cette certification. Est-ce que c'est parce que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'impose réglementairement? Est-ce qu'elle fait, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'elle correspond à vos besoins, ou est-ce que c'est juste parce que vous voulez mettre une ligne sur votre papier? Donc ces certifications, il faut quand même bien comprendre ce que vous voulez en retirer, et ça revient à tout à l'heure, la maturité, le besoin et la relation que vous allez vouloir nouer avec votre partenaire. Est-ce que vous voulez un prestataire qui aura l'ANSSI et qui aura toutes les 27 000, ou vous êtes un numéro et vous devez envoyer un mail pour communiquer avec lui et vous connaissez pas trop son process, ou est-ce que vous voulez travailler avec un partenaire local qui n'a peut-être pas cette certification-là, mais qui va vous accompagner dans le processus pour répondre à votre besoin et vous permettre de retrouver vos données, de garantir la sécurité de vos données. Donc moi, sur les certifications, je suis toujours assez nuancé sur cet aspect-là, quoi, en tant que client. Merci, merci beaucoup pour votre partage d'expertise. Je rappelle que votre présentation donc sera disponible pour les membres SCS sur le site du pôle SCS si vous voulez bien nous la partager. Vous pouvez, Lionel et Fabrice. Et puis la vidéo en replay donc sera sur le site du pôle SCS dans 2-3 jours, grâce à Audrey, que je remercie d'ailleurs en passant. Prochains événements, si vous voulez, bien le prochain WebTech SCS, vous le voyez, sera le 18 février à 11h, donc même heure, sur le déploiement d'un projet IoT. Donc, comment fait-on pour démarrer un projet IoT? Quels sont les points d'attention? Quels sont les points de vigilance? Un petit peu aussi les sujets dont on a parlé aussi aujourd'hui. Quelles sont aussi les technologies clés ou les questions à se poser si on veut déployer son projet IoT sur différents pays également, notamment pour le choix de technologies radio. Quels sont aussi les choix, la stratégie à adopter par rapport à je dirais la localisation de ces données, ou alors des algorithmes qui vont gérer les données collectées issues des capteurs de votre projet IoT. Donc, plusieurs questions qui seront abordées par IoSync Solutions et Intuitisoft, deux regards complémentaires, j'allais dire, sur le démarrage et l'accompagnement de projets IoT. Donc, ils partageront leur expertise avec vous le 18 février à 11h, donc même format, durée 1 heure. Et puis ensuite en mars, alors là c'est un to be confirmed, mais ça prend de bonne forme, le 12 mars à 11h également, un WebTech SCS sur l'intelligence artificielle avec l'analyse vidéo, un sujet tendance majeure avec des fortes innovations également récentes sur ce sujet d'analyse d'images vidéo, notamment issues de caméras pour différents usages d'ailleurs, dans la Smart City, mais pas que. Et donc ce sera avec 2 experts également issus de SCS, je dirais pas concurrents, mais complémentaires aussi, mais des regards croisés également qui devraient être enrichissants et susciter des questions intéressantes. Voilà. Et puis, vous voyez des prochains rendez-vous que j'espère en présentiel à partir d'avril. On croise les doigts. Je n'ai pas une boule de cristal, mais bon, de toute façon, ces événements seront organisés en virtuel et physique, pour que vous ayez de toute façon, quoi qu'il arrive, quelles que soient les décisions, vu le contexte sanitaire, elles puissent avoir lieu. Donc, une rencontre véhicule intelligent, véhicule connecté, mobilité intelligente qui devrait avoir lieu ou le 8 ou le 9 avril, j'ai mis les 2 dates
mais ça devrait se décider dans quelques jours. Et puis des groupes de travail microélectronique, voilà. Il y a Big Data, sécurité, IoT qui vont prendre forme également, et l'Assemblée générale du pôle SCS qui aura lieu le 18 juin normalement à Gardanne. Voilà, je vous remercie vivement, hein, Lionel et Fabrice, pour votre partage d'expertise. Merci. Et puis, je ne manquerai pas de vous mettre en relation. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez être en relation avec ou Lionel ou Fabrice. Et encore merci. Et puis, une bonne journée à tous. Avec plaisir, excellente journée. Merci Fabienne, merci. Merci. Au revoir. Voilà, merci pour la qualité. On m'écrit que vous avez été de grands experts, votre intervention était de grande qualité. Donc, merci encore. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.